Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour. J'allais dire merci de venir sur mon plateau, mais en fait c'est moi qui suis venu chez vous, alors merci de m'accueillir. Avant de commencer cet entretien, je voulais vous dire que c'est un honneur pour moi de faire cet entretien avec vous. Trop aimable. Un honneur parce que vous êtes à la base de mon engagement nationaliste. C'est parce que je vous ai regardé quand j'étais enfant que j'ai eu envie de... Enfin, en tout cas, que je me suis fait ce destin. C'est un très bon compliment, merci. Alors, bien sûr, on va parler de vos mémoires. Le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ma première question ne va pas être curieuse. Est-ce que vous êtes content de vos mémoires ? Vous avez écrit tout ce que vous vouliez ? Content de ce que j'ai écrit ou Oui. Content des ventes ? J'ai cru comprendre que les ventes étaient bonnes. Je veux dire... Oui, les ventes sont relativement bonnes, encore que le tome 2 ait été en quelque sorte concurrencé par la mort de Chirac. Oui. Et l'attentat de la préfecture de police. Exactement. Pendant un mois, pratiquement, les télévisions n'ont parlé que de ça. Et disons la vérité, je n'ai été invité dans aucune émission littéraire, mais ça, c'est un peu un sort que je connais. Oui. Celui des opposants ne sont pas généralement bien traités par ceux qui veulent servir la cause de l'État en place. Oui. Alors, donc, vous avez eu plusieurs vies en une, en quelque sorte. Vous avez été marin, vous avez fait des guerres, voilà. J'ai été mineur. Voilà. Vous avez fait des tas de choses. Vous avez été ensuite, bien sûr, homme politique, mais également père. Est-ce qu'il y a une vie que vous avez préférée ? Non, ma foi, je me suis trouvé très à l'aise à peu près partout. D'ailleurs, si je ne m'étais pas trouvé bien, je serais parti. Oui. Il y a eu des moments très difficiles, par exemple, le métier de marin, oui. De chalutier, c'est ce qui est pour loin des métiers les plus durs du monde, à mon avis. Beaucoup plus dur que celui de mineur, par exemple, qui, aux yeux de l'opinion, est un peu le symbole de la pénibilité du travail. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais enfin, c'est quand j'en ai eu assez, je suis parti. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, peut-être qu'au 19e siècle, le métier de mineur était beaucoup plus dur et qu'ensuite les conditions se sont améliorées, je suppose. Moi, je faisais ces métiers parce qu'à un moment donné, on pouvait y gagner plus d'argent qu'ailleurs. Oui. J'étais boursier de l'État et donc, en l'occurrence, je savais que je ne continuerais pas dans ce métier-là, que je faisais des études supérieures. Par conséquent, je ne serais pas mineur et je ne serais pas marin-pêcheur toute ma vie. Par conséquent, c'était des épisodes passionnant, et comme j'avais le gabarit physique suffisant, ma foi, oui. Et mental, j'étais de famille quand même. Oui. Alors, dans le premier tome surtout, qui parle de votre vie jusqu'à la création du Front National, vous nous décrivez une France que nous, enfin la plupart de mes spectateurs n'ont pas connue, et que j'appellerais, en mettant les pieds dans le plat, la France française dans une Europe européenne. Alors, vous avez vu la France énormément changer. Est-ce qu'avoir connu cette France, on va dire le mot, encore majoritairement blanche, est-ce que c'est une force dans laquelle vous puisez, ou est-ce que c'est une source de chagrin pour vous ? Bon, c'est les deux, c'est mon général. Si je puis me permettre, c'est que, bien sûr, j'appréciais ce qu'était la France de l'immédiate après-guerre, où on avait encore l'illusion que la France était un des quatre grands et qu'elle avait encore un empire important. Oui. Et donc, on pouvait penser qu'elle avait un destin de grande importance. Et puis, progressivement, la décadence s'est installée, si j'ose dire, à tous les niveaux, suivant en cela, me semble-t-il, l'affaissement de la religion catholique, oui. Qui était son soubassement spirituel, en quelque sorte. Oui. Et ceci s'est fait tellement progressivement que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Et on ne s'en rend compte que brusquement, quand il y a un décrochement oui. Brutal, à l'occasion d'un événement quelconque, on se rend compte que notre pays n'a plus la dimension qu'il avait. Oui. Encore qu'il conserve un rayonnement très au-delà de sa force physique, matérielle ou économique. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a un décalage entre ce qui est devenu la France et l'image qu'en ont les gens à l'étranger, notamment, je sais pas, en Europe de l'Est ou même en Asie. La France continue de jouir de cette aura de ce qu'elle était autrefois, finalement. C'est vrai.
Alors, c'est une question très vaste, bien sûr, mais en quoi l'expérience des guerres auxquelles vous avez, pendant lesquelles vous étiez soldat, a nourri votre pensée et votre action politique? Écoutez, moi, j'ai toujours fait partie des combattants d'arrière-garde. D'accord. C'est un poste assez dangereux, pas très exaltant, oui. puisqu'on se replie, mais on se replie en combattant, on ne se rend pas, oui. On se bat. Et j'ai fait cela, j'ai donc vu les replis de la France en Indochine, en Algérie, en Afrique du Nord, et progressivement même sur le territoire national lui-même. Oui. Car la vie est un conflit permanent. Oui. Et nous sommes engagés dans une guerre dont va dépendre la sécurité, l'indépendance, la liberté de notre peuple. Oui. Et là, j'ai quelques inquiétudes sérieuses. Il y a quelques jours, Roger Olindre nous a quittés. C'est vrai. Je crois que vous vous êtes exprimé déjà là-dessus dans votre journal de bord, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à notre public là? Oui, je dois dire que, à l'inverse de gens qui... Je comprends très bien le chagrin que l'on a de perdre quelqu'un oui. qu'on avait l'habitude de rencontrer, qu'on appréciait et qu'on ne verra plus humainement. Oui. Mais d'un autre côté, je me dis, Roger a quand même fait un beau parcours. Oui. Il a commencé très jeune et il a terminé à 90 ans. Somme toute, il est mort debout, je crois. Il s'est levé dans sa chambre et puis il est tombé, mort. D'accord. Et par conséquent, tout ce qu'il a fait, la passion qu'il avait de la politique, de l'éducation des jeunes, de l'éducation patriotique des jeunes, tout cela était très émouvant et très efficace. Et a aidé, en tous les cas, Roger à vivre intensément et de façon rayonnante, si j'ose dire. Je comprends, oui. Ça me fait penser, vous savez, à la phrase de Vinci, une vie bien remplie n'est pas courte et elle est heureuse. Absolument. Alors, il y a un de vos discours, beaucoup de vos discours sont célèbres, mais l'un d'eux est une critique du mondialisme qui est, je crois que vous avez faite en 2005 au Parlement européen. C'est une vidéo qui a des milliers de vues sur Internet. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Mais une question un peu curieuse me vient. Finalement, lorsque la France était un empire, avec l'Algérie, l'Indochine, etc., est-ce que finalement le premier des cosmopolitismes n'était pas patriote? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire cette idée finalement que des non-européens peuvent être des Français et défendre la France. Oui, bien sûr, mais il y avait pour cela un processus de naturalisation qui n'était pas très facile, d'ailleurs, je dois dire, à parcourir, mais ça ne me gênait pas du tout. La première fois que j'ai été élu député, mon deuxième de liste était un Martiniquais, Roger Sauvage, qui était en plus un héros de l'escadrille Normandie-Niemen pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'était les meilleurs pouvaient entrer, bien sûr, et dans la communauté nationale, absolument sans problème, sans distinction de race ou de religion. L'essentiel est qu'ils aient en eux la condition sine qua non, c'est d'être amoureux de la France, d'aimer la France. Oui. Est-ce qu'au fil des années, des décennies même, votre point de vue sur l'assimilation a changé, compte tenu du nombre d'extra-européens qu'il y a aujourd'hui en France? Je pensais que j'ai même pensé à un moment donné qu'en Algérie, notamment, où il n'y avait que 8 millions d'habitants, devenus en 50 ans 46 millions, et j'ai pensé qu'il était possible d'intégrer des populations dont le niveau social, grosso modo, était celui de mes arrière-grands-parents. Et je me suis dit que s'ils le souhaitaient, comme il semblait l'avoir manifesté le 13 mai en particulier, 58, eh bien, il était possible qu'ils deviennent des Français. Alors la question se pose, était-ce utile? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec 46 millions de citoyens français d'Afrique du Nord, la situation ne serait pas plus grave qu'elle ne l'est encore? C'est possible, ça. C'était un choix que j'avais fait, mais ça supposait que peut-être il n'y avait pas à ce moment-là non plus l'influence de l'islam, l'influence de la religion était pratiquement insignifiante, c'était très personnel et ça ne prenait pas de dimension politique, si j'ose dire. Et
je crois que j'ai été le premier à oser présenter à Paris la candidature d'un arabe d'Algérie, qui était Ahmed Djebbour, oui. En 1957. D'accord. Et le premier à faire élire une musulmane, d'ailleurs, enfin une Française d'Algérie, mais musulmane, au Conseil régional d'Île-de-France. Oui, oui. Je crois que c'était en 86. Oui. Bon, c'est donc que je croyais, j'avais la foi, j'espérais que la France pouvait se régénérer par une assimilation, c'est-à-dire non pas par l'adoption des coutumes des gens qui souhaitaient devenir français, mais à l'inverse, par l'adoption des coutumes françaises, de la pensée française, par des gens qui étaient à ses marges, en quelque sorte. Finalement, vous m'arrêtez si j'ai mal compris, mais vous aviez un peu une vision d'un empire français, un peu comme est la Russie. C'est-à-dire, en gros, en Russie, il y a des populations diverses, asiatiques, musulmanes aussi, mais... On pouvait aussi le concevoir comme ça, sous la forme fédérative, en quelque sorte, oui. C'est une forme qui avait été d'ailleurs présentée à un certain moment, mais peut-être déjà trop tard, semble-t-il. Oui. Alors, moi, j'ai posé la question sur l'assimilation d'un point de vue presque ethnique, mais je reformule ma question sur le point de vue de l'islam. Est-ce que votre point de vue sur l'islam en France a changé au cours des années ? C'est-à-dire, est-ce que maintenant vous pensez que c'est encore possible pour la majorité des musulmans de s'assimiler à la culture française ? Pour certains d'entre eux, sûrement. Oui. Mais pour la grande majorité, non. Je crois que le phénomène d'implantation de cités étrangères sur notre territoire va exactement en sens inverse et représente d'ailleurs un danger mortel pour la sécurité de notre pays, pour l'indépendance, pour la liberté de nos citoyens. Je pense que la vie est un combat permanent. On ne s'en rend pas toujours compte qu'on est dans le combat, mais on est en fait tout de même dans le combat qui a des visages différents, qui peuvent être exaltés ou au contraire calmes, mais qui sont continus. Oui. Et l'implantation de populations exogènes de plus en plus nombreuses dans notre pays ne manquera pas d'avoir des conséquences qui seront dramatiques pour ce dont je parlais tout à l'heure et qui est la vie de la nation. Oui. Alors, vous avez été peut-être pas assez, mais vous avez été invité sur des plateaux télé pendant des années. Et ma question, en fait, c'est est-ce que vous avez constaté que la liberté d'expression a augmenté, diminué ? Je ne sais pas, par exemple, depuis les années 70. Moi, j'ai regardé certains de vos passages à la télé dans les années 80. Je trouve qu'à l'époque, on laissait beaucoup plus parler l'invité, on l'interrompait moins. Je ne sais pas si vous avez vu cette différence. C'est vrai, d'une part, mais c'est vrai aussi que l'étau de la pensée unique s'est refermé, s'est affermi, et que la liberté d'expression, toujours affirmée dans notre Constitution, n'est pas respectée, ni la liberté de penser, et qu'il y a des gens à qui on signifie qu'ils ont franchi la ligne jaune, la ligne rouge, c'est-à-dire on ne sait pas par qui elle est tracée, mais on sait qu'on n'a pas le droit de la franchir. Et que seule la liberté vous donnerait la possibilité. Et moi, je pense qu'il y a moins de danger dans les excès de liberté que dans les excès de censure. D'accord. Alors, bon, c'est un peu la question, je crois, où personne n'a forcément de réponse à cette question, mais je vous la pose quand même, tant pis. Bon, depuis des années, vous tenez un discours qui est solide et qui est le même, qui est cohérent, et qui semble séduire en partie les Français, et pourtant ça ne passe pas, alors que dans d'autres pays européens, certains partis nationalistes ont accédé au pouvoir ou en sont très très proches. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que le peuple français est fondamentalement, j'allais dire antiraciste, mais en tout cas disposé à accueillir les immigrés, ou est-ce que c'est la propagande médiatique qui les empêche d'aller au bout de ce qu'ils pensent ? Oui, je pense que c'est la
la propagande médiatique, en effet. Et je pense que la manipulation du concept d'antiracisme a des conséquences qui sont de véritables violations de la liberté de choix des citoyens et de leur capacité à s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Il y a des sujets tabous dans la politique française et il n'est pas acceptable, il n'est pas accepté plutôt de les aborder et d'avoir une opinion sur ces sujets, surtout si elle contrevient à l'opinion du système en place. Alors, toutefois, depuis quelques années, la parole s'est libérée sur Internet. Bon, je ne sais pas si vous suivez, bien sûr, mais en tout cas, il y a des choses qu'on dit sur Internet qui ne se disaient plus depuis des décennies ou qu'on n'avait même jamais imaginé. Je donne un exemple, c'est la notion de remigration, ou certains l'appellent aussi rapatriement, c'est-à-dire retour d'un certain nombre d'extra-européens sur leur terre d'origine. Et en fait, aux dernières européennes, il y a eu un fait symbolique mais marquant, c'est qu'il y a eu 2 listes qui s'exprimaient en faveur de la remigration, la liste de Renaud Camus, Lynne Claire, et une liste d'un jeune homme qui s'appelle Vincent Vautelin. Quel regard vous portez sur ces listes-là ? Vous pensez que c'est encourageant ? Oui, mais je note que leurs résultats sont restés tout de même très marginaux. Oui, tout à fait. Que la liste qui a remporté, d'ailleurs ce n'est pas le moindre des événements, c'est que la liste nationale du Rassemblement national est arrivée devant celle de M. Macron et des Modem et autres réunis. Par conséquent, c'est un phénomène important et dont peut-être les tenants d'idées utiles devront tenir compte et de façon à pouvoir s'exprimer de façon plus positive, plus pesante dans la vie publique. J'ai une question plus légère, toujours sur les élections européennes. Est-ce que le score de Philippot vous a fait plaisir ? Oui, il démontre une chose, c'est que on ne s'installe pas dans la politique française comme ça, en ayant simplement une qualité personnelle et une volonté de l'être. Philippot, qui était vice-président du Front National, qui avait beaucoup parlé en son nom à la télévision, eh bien, quand il a voulu se lancer sous sa couleur personnelle, il a dû faire 0,4%, je crois, quelque chose comme ça. Oui, 0,6, il me semble. 0,6. Moins que Asselineau, il me semble, de mémoire. Voilà. C'est étonnant, après tant d'expositions, moi j'ai été vraiment étonné par son score, parce que pendant des années, on l'a vu à la télé, pendant 4 ou 5 ans, il était invité constamment. Ça ne suffit pas, il faut, aux yeux de l'opinion, incarner un courant. Or, il est certain que le Front National d'abord et le Rassemblement National ensuite incarnent cette aspiration d'une grande partie des Français et qui ont un scrupule à se diviser, et ils ont raison, au moment des campagnes électorales. Il me semble que vous êtes assez proche en ce moment du Parti de la France, qui a un nouveau président d'ailleurs à travers Thomas Joly. Enfin, vous avez de la sympathie pour ce parti ? Oui, j'ai de la sympathie pour tous les partis nationaux. Et j'ai fait, pour le Rassemblement national, des efforts, même après avoir été exclu, ce qui est quand même assez extraordinaire pour le fondateur qui a conduit le mouvement pendant 40 ans. Eh bien, malgré cette exclusion, j'ai cependant fait ce qu'il fallait pour aider la victoire du Rassemblement national. Parce que c'était le Rassemblement national qui, à mes yeux, incarnait les chances nationales de la France. Oui. Si en 2022, Marine Le Pen, je crois, annonçait qu'elle serait candidate, vous la soutiendrez ? Oui, j'ai d'ailleurs cité à cette occasion la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Et Marine est partie peut-être un peu tôt, mais quand même de loin, et il n'est pas sûr du tout que le lièvre soit victorieux. Comme dans la fable, d'ailleurs. D'accord. Alors, je vous dis, pour préparer cette émission, j'ai vu ou revu un certain nombre de vos interventions à la télé, même des très anciennes. Et il y a une constante, c'est que quand on vous interroge sur la démocratie,
Vous dites toujours, et d'une manière qui semble tout à fait sincère, que vous êtes démocrate. Tout de même, est-ce que ces dernières années, vous ne vous posez pas des questions avec la puissance qu'ont les médias aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible, dans un système démocratique, mais dominé par des médias tout-puissants, de faire entendre sa voix? Si les médias ont cette importance exagérée, c'est qu'on n'est plus tout à fait en démocratie. Oui. Autrement dit, la démocratie postule la liberté des citoyens, la liberté de choix des citoyens. Et pour cela, il est évident que la constitution de leur opinion est une donnée fondamentale. Et si on n'a pas accès aux moyens d'information qui permettent la création de ces courants de pensée, il est évident qu'on n'est plus en démocratie. On est en démocrature. Oui. Mais est-ce que vous en voulez quand même aux médias? Est-ce que vous pensez qu'ils sont partie prenante dans le... Oui, j'en veux. Les médias maintenant sont protéiformes. Oui. La presse écrite voit son importance reculer. Et il y a quand même, reste encore la télévision, la radio, qui est importante. Et puis, désormais, Internet, qui est la nouveauté, et même la novation, peut-on dire, de l'expression politique, avec tous les inconnus que cela révèle, avec les possibilités aussi de censure qui se pointent à l'horizon, d'ailleurs. Oui. Et ça, évidemment, que restera-t-il de la liberté de ce média? Je ne sais pas. Oui. C'est encore une fois, la vie est un combat permanent. Alors, ça ne vous a pas empêché d'arriver au second tour en 2002, mais est-ce qu'avec le recul, vous regrettez la scission de la fin des années 90 au Front National? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu l'empêcher? Oh, mais j'ai regretté beaucoup, à plusieurs reprises. Oui. J'ai regretté surtout en 65, où j'avais été l'organisateur de la campagne présidentielle de l'opposition nationale. J'ai regretté d'avoir désigné Tixier-Vignancourt comme candidat, car celui-ci, à la sortie avec 5,5%, a voulu fonder son propre parti en donnant 5 investitures aux élections, alors que moi, j'avais conçu le comité de Tixier, le comité TV, le comité de présidentiel, comme un instrument qui devait déboucher sur le Front National. Et avait donné comme objectif 100 000 adhérents sans fédération. Cet objectif était atteint. Et à ce moment-là, Tixier nous a coupé l'herbe sous le pied, première scission, si j'ose dire. D'accord. Qui a fait perdre 15 ans. La deuxième, c'est en effet celle de 90, qui a privé le mouvement d'une grande partie de ses élus, d'une importante partie de ses secrétaires départementaux, et qui a nécessité un effort de redressement qui lui aussi a demandé plusieurs années et a fait perdre beaucoup de temps, alors que, je le rappelle, la devise du Front en 1972, la première affiche du Front, portait « Avant qu'il ne soit trop tard ». Or, nous nous approchons de plus en plus de moments où il sera trop tard. Alors, dans le deuxième tome de vos mémoires, vous parlez de l'ascension du Front National, de votre parcours politique comme leader de ce parti, et bien sûr, vous parlez de vos adversaires. On a le sentiment, et certains animateurs qui vous ont reçu sur des plateaux mainstream l'ont fait remarquer aussi, que Chirac est un peu la personne qui vous déplaisait le plus dans vos adversaires. En tout cas, non pas le plus coriace, mais celui qui vous a le plus agacé, peut-être. Oui, je pense que c'est le plus mauvais président de la République, de la Ve République. Et je pense qu'il a été très néfaste et que c'est lui qui a établi la règle du barrage contre le Front National, et y compris à l'Assemblée, quand nous avions une trentaine de députés, en nous encerclant en quelque sorte par des militants, des députés militants qui avaient la consigne de ne même pas nous adresser la parole. D'accord, C'est lui qui a mis ce qu'ils appellent l'extrême droite au banc de la société politique et a interdit par là même
un gouvernement national. Oui, c'est vrai. Bien sûr, vous évoquez souvent ce scandale qui a été le refus de sa part de faire le débat du second tour en 2002. C'est une violation des règles démocratiques, ce qui n'a pas empêché Chirac de faire un score cyclopéen au deuxième tour. Mais il est évident qu'il a violé gravement la règle du débat, de la nécessité du débat loyal entre les deux candidats sélectionnés pour le deuxième tour. C'était une obligation morale sur laquelle il s'est assis sans problème. Mais il faut bien dire que sa deuxième mandature, en quelque sorte, a été fort médiocre. Et d'ailleurs, il n'a jamais fait plus de 20% des voix, même pas 20% aux élections présidentielles. Oui. Alors, bien sûr, de vous à moi, je pense qu'il a refusé le débat parce qu'il se serait pris une fessée, moi je vous le dis. Vous étiez bien meilleur que lui et je pense qu'il s'est dit qu'il allait perdre trop de points. Oui, de son point de vue, il a bien fait. Oui, c'est sûr. Mais je voulais quand même vous dire, reparler de ce débat qui n'a pas eu lieu parce que au début de l'entretien, je vous disais que vous étiez à la base de mon engagement militant. Moi, c'est cette injustice qui m'a donné envie de m'intéresser à la politique. Donc ça n'a pas été totalement inutile. Je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte à ce moment-là, lorsqu'il y a eu le refus de ce débat, que nous n'étions pas en réalité en démocratie. Oui, mais aucune action n'est inutile. Oui. Il n'y a que l'inaction qui est condamnable. Et il faut agir dans le sens des idées qui sont les siennes, et il faut agir même si apparemment les chances sont très minces de se faire entendre. Parce qu'elles sont très minces un jour et elles grossissent et elles deviennent peut-être un jour majoritaires. Oui, justement, ce qui m'a étonné dans ce deuxième tome, c'est que, je ne dirais pas que vous avez de la bienveillance, mais vous semblez excuser plus de choses à Sarkozy qu'à Chirac, alors que Sarkozy a tout de même été élu sur des thèmes qui étaient proches des vôtres et a intégralement trahi le peuple, parce qu'il n'a rien fait de tout ça. C'est vrai c'est lui qui est responsable de notre mauvais score, puisque je fais 10,4%, je crois, aux élections présidentielles, alors que je faisais 15% précédemment. C'est lui qui est responsable parce qu'il a, en effet, il s'est approprié un certain nombre de nos thèmes, ceux qui étaient les plus mobilisateurs, sur la sécurité, sur l'immigration, des choses comme ça, et que dans l'action, il les a trahis. Mais il les a trahis, lui, avec le sourire. Ce qui n'était pas le cas de Jacques Chirac, qui n'avait que le rictus. Justement, à propos de cette chute de score en 2007, il y a eu la campagne très, très puissante de Sarkozy, mais est-ce que... avec des moyens financiers considérables sur lesquels on continue de s'interroger d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Mais est-ce que de votre côté, vous, avec le recul, vous ne considérez pas que la stratégie, parce que vous avez une stratégie en 2007 qui a été de, on va dire, tendre un peu la main à un électorat qui n'était pas forcément le vôtre, comme par exemple les banlieues, je pense à l'épisode de la dalle d'Argenteuil. Est-ce que vous y repensez parfois en disant, finalement, ça ne m'a pas rapporté des voix, c'était pas forcément quelque chose à faire, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je pense que c'était peut-être la dernière chance de l'assimilation. Oui. Et je souhaitais démontrer que la France n'était pas exclue des villes, des grandes villes. Et l'histoire a démontré depuis que c'est le cas. C'est que progressivement, ces villes sont conquises par des minorités étrangères qui ne cachent pas leur désir d'être un jour des majorités. Mmh. Si vous étiez candidat en 2022, est-ce que vous imprimeriez une ligne plus dure ou est-ce que vous resteriez justement sur cette main tendue? Mais écoutez, je dirais qu'il va bientôt être trop tard. Et que si on laisse passer les situations actuelles sans réagir de façon énergique, ferme, déterminée, en modifiant considérablement toute une série de législations d'ouverture, eh bien, nous allons être submergés. Nous allons être envahis parce que la donnée principale sur le plan géopolitique,
c'est l'explosion démographique Oui. qui a fait passer en 50 ans la population mondiale de 2 à plus de 7 milliards d'habitants. Oui. Créant dans tous ces pays extérieurs à l'Europe des situations sociales, économiques et sociales dramatiques qui vont se traduire bien évidemment aussi par des mouvements migratoires latéraux d'abord, et puis ensuite par un mouvement qui visera à regagner, à gagner si possible ce qui leur apparaît comme un Eldorado, et dont je dis moi que c'est l'Eldorado de la Méduse, parce que nous avons déjà de l'eau jusqu'aux épaules. Oui, oui. Et qu'avec un peu plus d'immigrés, eh bien nous coulerons tous ensemble. Voilà. Oui, oui. Et je crois que nous avons quelques mois, peut-être quelques années encore, pour réagir. Il faut supprimer le droit du sol, il faut supprimer ce qu'on appelle indûment le droit d'asile, le regroupement familial, la binationalité, etc. Toute une série de législations d'ouverture qui ne correspondent pas du tout à la nécessité de la mobilisation de tous nos moyens et à la défense nationale, on peut dire, de la France. Et s'il faut pour cela sortir de l'Europe, eh bien, comme c'est vital, je serai partisan du Brexit, si vous voulez. Oui, oui. Bah justement, je vais vous... Du Brexit. Brexit, oui. Oui, les Anglais l'ont enfin fait. Donc, justement, je vais vous interroger sur l'Europe parce qu'on voit que certains pays qui sont pourtant membres de l'Union européenne arrivent à maîtriser tout de même leurs frontières. Je pense notamment à la Hongrie ou même à la Pologne dans une moindre mesure, mais tout de même. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas mener une politique comme celle que vous voudriez tout en restant dans l'Union européenne ? Oui, c'est-à-dire que ces pays n'ont pas la même dimension que la France, d'une part, et d'autre part, ne sont pas géopolitiquement au même endroit, si vous voulez. Oui. Ils exercent moins d'attraction que n'en exerce la France à cause de sa législation d'ouverture. Oui. Et il faut convaincre les gens de l'extérieur que nous ne sommes pas indifférents à leurs difficultés, que nous essaierons de les aider à la mesure de nos moyens, mais que s'ils viennent chez nous sans autorisation, eh bien, ils n'auront droit à rien. Oui. Strictement rien. Pardon, car c'est pas le virus. Non, je vous en prie. Vous n'avez pas croisé d'Asiatique récemment ? C'est tout normal, une toux d'hiver, dirais-je. Une toux sui generis. Je tousse aussi, donc il n'y a pas de problème. Croisons les doigts. Oui. Alors, avant de revenir à la politique même, je voulais vous demander l'attentat qui a visé votre domicile. Il me semble que c'était en 1976, j'avais noté ça. Absolument. C'est dans la nuit du 1er au 2. C'est de la Toussaint à la fête des morts. Oui. C'est même le jour de la fête des morts, à, je crois, 4h ou 5h du matin, que cette bombe a éventré littéralement l'immeuble dans lequel j'habitais avec ma famille, et ainsi que 15 autres locataires d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous y repensez parfois avec effroi, et est-ce qu'à l'époque, ça vous a donné envie d'arrêter ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vous dites pas du tout comme si c'était évident, mais par rapport à votre famille, je veux dire. Non, ça ne m'a pas du tout donné l'envie d'arrêter, au contraire. Oui. J'ai ce côté réactif des combattants, c'est que s'il est agressé, il réagit, il se défend. Et l'attentat à la bombe prouvait que j'étais dangereux pour les adversaires, et par conséquent, je n'allais pas capituler devant eux, au contraire. J'allais me servir de cette agression pour essayer de regrouper le maximum de nos concitoyens dans l'idée qu'il fallait défendre la France et que pour ça, il fallait s'engager. Il y a aussi évidemment, un fait marquant que tout le monde connaît, c'est la perte de votre œil, mais les détails ont été rarement dits et vous y revenez. Est-ce que vous pouvez en parler Oui, mais écoutez, j'ai été blessé aux yeux lors de la campagne d'Ahmed Djebbour. Oui. C'est-à-dire en soutenant la candidature d'un arabe. Quelle ironie. À Paris, j'ai été agressé, piétiné et j'ai perdu
je dois dire, un œil peut-être avec une certaine imprudence, parce qu'après mon opération, j'ai voulu participer à la tournée d'été, j'ai donné des coups de masse sur les comment dirais-je, les aiguilles qui servent à fixer la toile de tente. Oui. Et c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait donc des déchirements de la déchirure de la rétine, non. De la rétine, ouais. Et une hémorragie dans le vitré qui malheureusement est irréversible. D'accord. Mon autre œil a été, lui, touché par ce qu'on appelle sympathie. Oui. Et il a été opéré à plusieurs reprises. Et Dieu merci, j'ai encore la vision d'un borgne, oui. Ce qui n'est pas négligeable. Oui, tout à fait. Ah oui, en fait, vous avez été intrépide et c'est comme ça que malheureusement vous avez... Oui, je suis un combattant. Ce n'est pas les premiers coups que j'ai pris, enfin, ceux-là ont été les plus graves, mais en effet, ils n'ont pas été décisifs, si vous voulez. Oui. Ils ne m'ont pas mis hors de combat. Oui. Ça, j'ai conservé ma capacité à lutter pour ce que je croyais être nécessaire pour le pays. Oui. Alors, à l'époque où vous avez commencé à avoir du succès, où vous avez développé vos thèmes, je vous dis, j'ai regardé pas mal de vos interventions dans le cadre de cette émission. Je constate que souvent, les journalistes vous envoyaient à la figure cet argument qui était de dire « Oui, mais nous avons colonisé l'Afrique, l'Asie, donc c'est normal que ces populations reviennent ici ». Aujourd'hui, on constate que des pays qui n'ont jamais colonisé, qui que ce soit comme la Suède, ont des problèmes équivalents aux nôtres. Donc finalement, c'est tout le monde blanc qui est touché. Absolument, absolument. D'ailleurs, je dois dire là, puisque vous abordez le problème de la colonisation, oui. que c'est absolument sans complexe, s'agissant de la colonisation française, que je dis que humainement, ça a été une opération positive. Oui. Et que la France a beaucoup fait dans ses colonies, non pas qu'il y ait eu des gens qui souhaitaient gagner de l'argent, mais je note par exemple qu'en Algérie, où il y avait pratiquement très peu de choses, eh bien, la seule richesse était l'alpha, oui. Et elle a profité à quelques sénateurs de gauche, Bourgeot-Blachette, je crois, oui. Et que la France y a fait des travaux considérables, de création de villes, de routes, de chemins de fer, de ports, etc. Et a planté des vignes, enfin créé d'autres richesses que celles qui allaient être données en cadeau au gouvernement algérien indépendant, à savoir le pétrole du Sahara, lequel Sahara n'était pas algérien. Je rappelle d'ailleurs qu'il était gouverné à l'époque par une organisation qui s'appelait l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes, et qui comportait l'ensemble des pays frontaliers du Sahara. Oui. Mais bref, c'est ainsi. Et ce qui m'inquiète, c'est que l'Algérie n'a pas profité de ce somptueux cadeau pour investir pour créer des investissements dans l'industrie et se donner les moyens d'assurer sa subsistance indépendante, et que malheureusement, ceci va se traduire par des débordements démographiques dont nous avons toute raison de nous méfier et de tout craindre. Oui, d'ailleurs, Renaud Camus dit une chose très juste et amusante, j'allais dire, c'est que on a rarement vu dans l'histoire un peuple colonisé dans des conditions horribles, qui a pour premier réflexe, après avoir été libéré, de fuir dans le pays qu'il a colonisé. Je crois que l'argument est très bon. C'est vrai que si la France s'était conduite de manière inhumaine, non pas qu'elle ait été parfaite, c'est une société humaine, mais je crois qu'elle a obéi quand même à ses grands principes, et que l'Algérie française était un joyau par rapport à ce qu'elle est devenue, une puissance qui est certes, sur le plan démographique, considérable maintenant, mais qui n'a pas les moyens d'assurer une subsistance digne à ses citoyens. Et que de cela, nous avons beaucoup de raisons de nous méfier, parce que, en effet,
c'est vers la puissance ex-colonisatrice que les populations ont tendance à venir par priorité. Oui. Alors, sans transition, mais tout de même, pour parler d'écologie, vous aviez dit une phrase un jour qui m'a marqué, qui était de dire que finalement la gauche a confisqué le thème de l'écologie, alors que c'est un thème de droite, puisque l'écologie, c'est la conservation. Ah ben c'est une escroquerie sans nom, c'est extraordinaire que les Verts puissent affirmer, incarner l'écologie, alors que, comme vous le dites, l'écologie est une notion, un concept conservateur. Il s'agit de défendre les équilibres de la nature contre les empiètements de la modernité et du progrès, alors que le progrès est le mot clé de la gauche, et que ce sont les excès du progrès qui mettent en péril l'équilibre écologique du monde. Donc l'écologie est en effet une notion de droite et n'a pas été défendue comme telle, comme elle aurait dû l'être. C'est une escroquerie risible que ce soit devenu politiquement un soubassement de la gauche. Oui. Alors, les écologistes de gauche disent souvent que la surpopulation est un danger pour la planète, puisque ça entraîne une surconsommation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais comme ça ne dépend pas de nous, ça n'est pas une surpopulation du bloc, ce que j'appelle boréal, qui va de Vladivostok à Gibraltar, qui au contraire subit plutôt une déficience démographique, et donc c'est aux autres pays qu'il faudrait que ces propagandes s'adressent. La limitation, le contrôle des naissances peut-être dans d'autres pays, mais je ne le crois pas possible, et je le crois même contraire aux religions qui sont enseignées, en particulier l'islam. Bien sûr. Et par conséquent, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de raison d'espérer de ce côté-là une amélioration, au contraire l'aggravation. Je rappelle que Erdogan, le président turc, a récemment fait un discours dans lequel, je rappelle, la Turquie a 100 millions d'habitants, a fait un discours en disant « La famille turque, ce n'est pas 3 enfants, c'est 5 au moins ». Oui. Par conséquent, le mot d'ordre est donné, et c'est un mot d'ordre conquérant. Ça ne serait pas la première fois que la Turquie, elle est visée sur l'Europe, n'est-ce pas ? Bien sûr. Comme les Arabes en ont eu par le Sud, par l'Espagne, la Turquie les a eus par les Balkans. Ouais. Bon. Donc l'Europe a toujours dû se défendre, et je crois qu'actuellement, elle a perdu la notion de cette défense, et si elle ne reconquiert point la lucidité et le courage, la détermination, elle disparaîtra. Oui, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que le discours des collapsologues ne s'adresse et ne touche que les Occidentaux. C'est-à-dire, en gros, vous devez moins consommer, vous ne devez pas faire d'enfants. Et ça, c'est... moi, je suis assez inquiet de cela pour l'avenir. Ouais. Oui, mais je ne crois pas que ces discours ont une conséquence. Ce ne sont pas ces discours qui entraînent la chute de la natalité, notamment dans l'Europe occidentale. Je pense que ce sont des phénomènes plus durables, comme par exemple le travail féminin, qui met la femme dans une situation de multiplicité de fonctions. Elle est à la fois la maman d'aujourd'hui, est à la fois mère au foyer, elle est chargée de faire et d'éduquer les enfants, et ensuite, si elle a un métier, d'exercer ce métier, avec en plus, en y ajoutant le temps de transport, qui est généralement d'au moins 1 heure ou 2 heures, qui est pris sur la vie. Et ça, c'est assez inhumain. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis longtemps, dans le programme du Front National, il y avait l'exigence d'un soutien de la mère de famille et d'un salaire de la mère de famille et d'une pension d'une retraite, comme si elle occupait une fonction d'utilité publique, en quelque sorte. Oui. Alors, justement, la vision que vous venez d'exprimer, on va le dire comme ça, est traditionnaliste.
plutôt traditionnaliste. Je ne dis pas ça de manière péjorative. Je ne considère pas ça comme une injure. Non, non, ça ne l'est pas. En revanche, vous avez une position sur la PMA qui a fait jaser un peu dans le milieu nationaliste. C'est-à-dire que vous dites que si la PMA permet à plus d'Européens ethniques de voir le jour, bah finalement, c'est pas une si mauvaise chose. Vous voulez que vous reveniez là-dessus? C'était une boutade, un peu. C'est vrai que j'ai dit, moi, qu'importe la manière, le système qui permet d'avoir des enfants, l'essentiel est d'en avoir. Oui. Alors, aux marges, peut-on dire, ce pourrait être la PMA, mais c'est insignifiant, si vous voulez. Mais cela dit, sur le plan des principes, il n'est pas indécent de défendre un principe supérieur. Oui. Mais moi, je suis inquiet de la baisse des populations, du chiffre des populations endogènes, n'est-ce pas? Et je crois que tous ceux qui font des enfants, quelle que soit la méthode qu'ils utilisent, sont les bienvenus. Oui. Alors, il y a quelques minutes, vous avez employé le mot boréal. Et en fait, une fois, j'étais à une conférence où vous faisiez une intervention à une conférence. Vous faisiez une conférence, excusez-moi. Et vous aviez inclus le Japon dans le monde boréal. Et j'avais trouvé ça assez curieux. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Oui, parce qu'il me semble, pour avoir été... Je connais le Japon. J'y ai été déjà. Oui. Et mon ami Gollnisch est marié, lui, à une japonaise. Et j'ai donc pu me rendre compte que les Japonais étaient plus près des conceptions, des structures mentales de l'Occident blanc que de l'Asie jaune. Voilà. Même, c'est un sentiment que j'ai. Là, bien sûr, leur insularité en fait aussi des gens différents. Oui. Mais je crois en effet que le Japon a une affinité plus grande avec l'Occident que d'autres pays asiatiques. Est-ce que vous pensez que cela est lié à la moyenne des quotients intellectuels? Je dis ça parce que c'est vraiment un sujet qui est très peu abordé à la télévision. On a maintenant des gens comme le docteur Laurent Alexandre qui commencent un peu à l'aborder tout doucement. C'est-à-dire cette idée que finalement, ce qui unit les pays dits du Nord, c'est une moyenne d'aptitude intellectuelle plus élevée. On est sur un sujet sensible, mais tout de même... Oh là là, vous allez tomber sous le coup des antiracistes professionnels. Oui, mais c'est des chiffres scientifiques. Hein. D'abord parce que les antiracistes ont besoin de racistes, sans ça ils mourraient de faim, qu'il faut combattre, mais tous les sujets sont bons pour soulever de violentes critiques, des diatribes contre ceux qui défendent des idées qui devraient ne pas être nouvelles, qui sont en quelque sorte banales, somme toute, mais qui ne sont pas admises dans l'égalitarisme qui est la règle philosophique principale aujourd'hui. C'est vrai que les êtres humains n'ont pas le même QI, que le QI moyen des peuples est relativement différent, et que l'affirmer, ce n'est pas être raciste, c'est être, comment dirais-je, vrai. Oui. Vous aviez dit, je ne sais plus quand, mais enfin que il y avait une sortie, évidemment, les médias de gauche avaient appelé ça un dérapage. Vous aviez dit que tous les peuples n'étaient pas nécessairement égaux. Est-ce que vous avez été inquiété au niveau judiciaire pour ça? Moi, je suis en toute occasion la cible préférée de ce genre d'argument. Voilà. Oui. Et alors, juste ce matin, justement, je continue d'écouter. Alors, c'était votre passage à l'heure de vérité en 84. Et alors, vous dites, je voulais que vous me le confirmiez parce que je trouve ça incroyable. Vous dites dans cette émission que on vous a intenté un procès pour avoir dit que le Parti national-socialiste allemand est arrivé au pouvoir de manière démocratique. C'est vrai? Oui, je trouve ça incroyable. Oui, c'est dans le premier des disques, parce que en 62, 63, n'ayant perdu mon mandat parlementaire, j'ai dû créer une société pour vivre et travailler. Et c'est fait les disques SERP avec l'ambition de publier des disques de documents
et de musique militaire de qualité. Et dans l'un de ces disques, en effet, abordait des questions du genre de celles que vous avez soulevées. Oui. J'ai en particulier ces 4 disques qui étaient consacrés aux chants et marches du Troisième Reich, qui avait disparu en 1945, je le rappelle, et dont le premier portait en effet une notice disant ces chants rendent compte de l'histoire de la montée au pouvoir du parti nazi obtenue à travers des élections régulières, circonstances généralement oubliées. Oui. Je crois, grosso modo, je cite comme ça de mémoire, mais l'esprit était celui-là. Et en effet, j'ai été poursuivi et condamné d'ailleurs, alors que les disques que je vais sortir par la suite ne seront pas poursuivis. D'accord. Alors, vous connaissiez Guillaume Faye ? Je sais que vous avez rendu hommage à Guillaume Faye lorsqu'il est mort l'an dernier. Oui. J'ai eu l'honneur de le rencontrer et d'éditer son dernier livre, que d'ailleurs je vous offrirai après l'émission. Et dans son dernier livre, Guillaume Faye estime que la guerre, on va dire une guérilla entre les musulmans radicaux et les patriotes en France n'est certainement pas souhaitable, mais qu'elle est dialectiquement nécessaire. C'est une position assez audacieuse. Est-ce que vous avez déjà songé à cela ? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Moi, je ne dirais pas qu'elle est nécessaire, mais je dirais qu'elle est probablement incontournable. Qu'à un moment donné, quand 2 civilisations coexistent et que l'une d'entre elles a des visées nettement conquérantes, si celle qui est visée ne se défend pas, ou bien elle disparaît, et si elle défend, ça fait une forme de guerre civile. Oui. Oui, en fait, vous estimez qu'elle est inexorable. C'est pas qu'on la veut ou pas, c'est qu'elle va arriver de toute façon. On peut peut-être la prévenir en réduisant l'importance du torrent migratoire et en contraignant les étrangers qui se trouvent sur notre territoire à respecter nos mœurs, nos coutumes et nos législations. Oui. Alors, bon, j'étais sur Faye et je reste sur ce sujet parce qu'il est assez proche des milieux régionalistes bretons. Et la dernière fois qu'il m'a parlé de vous, il m'a dit si j'avais Le Pen en interview, je lui demanderais ce qu'il pense finalement du régionalisme, parce que c'est un breton et on le voit assez peu s'exprimer là-dessus. C'est-à-dire, se sent-il français avant tout, breton de cœur Qu'est-ce que vous pensez des initiatives autonomistes, ce genre de choses ? Oui, je ne crois pas à l'autonomie politique de nos provinces. Je crois que la grande force de la France, c'est justement d'avoir réussi à réunir des peuples différents, et même ayant, comme les Bretons ou les Basques, des langues différentes. Mais je garde, comme beaucoup de Bretons, une affection pour ma province d'origine. Je suis d'ailleurs, moi, même pas seulement breton de souche, je suis un Morbihanais de souche. D'accord. En sens que mes 2 familles, paternelle et maternelle, sont originaires de longue date du Morbihan. Mmh. L'une du côté du golfe du Morbihan, l'autre du côté de Guémené et du début du Scorff. Mmh. Moi, je ne suis pas hostile à ce que ceux qui le souhaitent puissent apprendre et préserver la langue, par exemple. Une langue qui est très différente du français et qui est une richesse, mais bien sûr qui n'est pas incompatible avec l'obligation du patriotisme français qui doit se superposer à toutes ces affinités. Oui. La langue bretonne, vous ne l'avez jamais apprise, vous en connaissez Je ne l'ai pas, mais je le regrette. D'ailleurs, je connais beaucoup d'expressions, mais je ne parle pas breton. Et je regrette de n'avoir pas accordé à un moment donné suffisamment d'importance. Et j'aurais aimé
pouvoir parler breton. Encore que le nombre de des locuteurs bretons est de plus en plus modeste. Ouais. Alors, j'ai... peut-être de votre point de vue, je dois être un gamin, j'ai 33 ans. Et pourquoi je vous donne... C'est un âge très dangereux. Oui, il faut passer le cap, on va dire. Il me reste plus qu'un mois et après je serai à 34. On croise les doigts. En tout cas, du haut de mon jeune âge, on va dire relativement, je constate que les nouvelles générations, les 15, 20, 25 ans, parlent de moins en moins bien français. Et encore, je suis gentil. En fait, ils ne savent plus écrire le français. Je le constate sur les réseaux sociaux, un peu partout, quand ils écrivent des mails, etc. Mais ma question, c'est... Quel est l'avenir du patriotisme dans un pays qui s'oublie tellement que ces jeunes ne parlent même plus leur langue? Oui, je crois que ce déficit culturel est imputable au manque de travail. Je crois qu'on ne travaille plus comme on le faisait de mon temps, si je puis me permettre. Je rappelle, quand j'étais collégien, moi, on se levait à 5h30 l'été, 6h30 l'hiver, et à l'exception des récréations où l'on devait jouer obligatoirement, et le temps était consacré à l'étude, et était sous-tendu par une émulation, c'est-à-dire une volonté de remporter la victoire personnelle sur son adversaire immédiat, qui était son voisin de classe, en quelque sorte. Oui, oui. Et on apprenait, permettez-moi de le rappeler, on apprenait par trimestre 400 vers français, 200 vers latin, 100 vers grec. Oui, oui. Bon, on dirait qu'il n'est pas resté grand-chose de tout cela, encore que, comme Édouard Herriot disait, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est vrai. À condition d'avoir beaucoup appris. Ben, écoutez, je peux donner un exemple. Ma mère a arrêté l'école en 4e, et vous me croyez ou non, mais elle fait moins de fautes de français que moi à l'écrit. J'en fais pas beaucoup, mais elle n'en fait pratiquement pas. Absolument. Alors qu'elle a arrêté l'école à 15 ans. Donc, absolument. C'est une preuve absolue. C'était aussi le cas de ma mère, qui n'a même pas été jusque-là, qui n'a fait que l'école primaire. Oui, oui. Pour aller dans votre sens, en plus donc, de ce problème de travail que je constate, et j'ai l'impression que le problème de notre génération, c'est vraiment une fainéantise. Je vois beaucoup de flemmardise, un manque de volonté de vivre, en fait, quelque part. Mais je crois que ça, c'est tout de même aussi de la faute des personnels de l'éducation nationale. Oui. Je crois que gagné par le 68ardisme, les professeurs ont été plus portés à parler du loisir que du travail. Le travail était considéré comme une obligation pénible et à laquelle il fallait essayer d'échapper au maximum. Oui. Or, le travail est le créateur de la richesse, et il n'est pas exclusif d'un bon équilibre entre travail et loisir, bien sûr, et vie familiale, tout cela, c'est un ensemble, mais sans travail acharné, il n'y a pas de succès durable, c'est vrai. Oui, et j'ajoute, pour connaître les nouvelles méthodes d'éducation à travers des amis qui sont en plein dedans, que le non-travail n'est pas sanctionné. Ou plus exactement, il est sanctionné, vous savez, Monsieur Le Pen, maintenant on n'a plus des notes, on a des couleurs. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas très bon, vous êtes vert. Je pense que c'est le fond du problème, ça. Ouais. Il faut donc que nos personnels éducatifs reprennent, en quelque sorte, les valeurs qui sont celles de notre civilisation, qui sont des valeurs laborieuses et exaltent en quelque sorte le travail. Ça a été fait dans certaines devises qui sont aujourd'hui indéfendables, n'est-ce pas, comme on le sait. Je vois de quoi vous parlez. Oui, disons-le, on n'a pas peur. Travail, famille, patrie était une grande devise. Je ne dis pas pour autant qu'il faille accepter tout ce qui s'est passé, mais encore que je pense que beaucoup de gens ont fait le mieux possible là où ils se trouvaient, et qu'il y avait des endroits où c'était plus difficile qu'ailleurs.
Oui. Eh bien, écoutez, puisqu'on marche sur des œufs, on va continuer tout doucement, comme ça, sur la pointe des pieds. Tout à l'heure, nous parlions de l'intelligence moyenne des peuples. On parle souvent de la baisse du niveau scolaire. Est-ce que le changement de visage, on va le dire comme ça, à l'école, c'est-à-dire les écoliers ne sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a 50 ans, est-ce que c'est une explication pour la baisse du niveau scolaire? Parce qu'on parle bien sûr de l'éducation nationale qui a baissé en niveau, en exigence, mais il y a également en fait les enfants qui ne sont plus les mêmes. Et ça, on n'en parle jamais à la télévision. Oui, c'est vrai, et ça tient tout de même à un autre fait qui est l'augmentation du rôle de la distraction. Au sens littéral du terme, l'enfant, le jeune, est distrait de ses devoirs. On osait appeler ça comme cela autrefois, oui. Les leçons et les devoirs, et a tendance à rechercher l'agrément de son iPhone ou de la télévision, c'est-à-dire une tendance à devenir plutôt un voyeur qu'un acteur. Oui. Et c'est ça, je pense que l'éducation consiste justement à essayer de guider les élèves vers le meilleur, vers ce qui va devoir servir de base à leur vie future. Et il est évident que si on ne se concentre pas dans le moment où on a cette liberté, eh bien on ne pourra pas le faire par la suite. Oui. Bon, on va rester dans le domaine scolaire avec cette affaire qui fait on en parle partout, c'est l'affaire Mila. Donc je suppose que vous l'avez suivi. C'est cette jeune fille qui a eu des propos blasphématoires sur l'islam et qui, à présent, je ne sais pas si vous avez suivi, mais est en danger parce qu'évidemment, eh bien, tout simplement, des collègues à elle veulent la tuer, tout simplement. Et alors, ce qui est extravagant, c'est qu'on semble admettre comme une donnée normale que quelqu'un puisse être menacé de mort parce qu'elle a exprimé une opinion, contestable ou pas. Oui. Mais cette liberté doit être préservée par tous les moyens et ceux qui s'y attaquent doivent être sanctionnés sévèrement. Voilà, c'est une donnée qui est incontournable, ça. Mais où en est en France la liberté d'opinion et la liberté d'expression, ça n'est pas sur le seul terrain qu'elle est attaquée. Et mettre en cause le droit qu'a quelqu'un de critiquer fût-ce grossièrement, il faut le dire, c'est vrai. Une religion qui se veut et s'avoue conquérante, oui. N'a rien qui me paraisse extravagant. Oui, j'ajoute sur cette affaire, en fait, là, le point où je voulais en arriver, c'est que je crois que personne ne l'a relevé, mais on nous a dit que finalement, cette jeune femme ne peut être replacée nulle part parce qu'elle est en danger dans tous les établissements. Et je crois, moi, M. Le Pen, que ça veut dire que dans tous les établissements, en France, aujourd'hui, nous avons une petite présence, au moins, d'élèves musulmans. C'est comme ça que je l'ai retenu. Donc finalement, on nie le grand emplacement, mais dans les faits, c'est éclatant. On ne peut pas... Oui, mais je pense que le fait de le nier ne le fait pas disparaître. Et c'est sûr que la présence des tenants d'une religion différente, fondamentalement différente de la nôtre, crée des déséquilibres qui peuvent se révéler absolument nuisibles à la sécurité des élèves, c'est sûr. Sans parler des échos que cela peut avoir à l'extérieur de l'école, quand se mobilisent des frères ou des parents qui viennent ou que des menaces sont faites sur le domicile ou les familles des gens chargés de défendre l'ordre, c'est qui est encore très inquiétant et qui en est peut-être qu'à ses débuts. Alors, longtemps, les patriotes ont tenu un discours sur le communautarisme critique, en disant qu'il n'y avait qu'une communauté, c'était la France, et il fallait y adhérer. Je me demande si on n'arrive pas à un moment où le communautarisme pour les Européens ethniques en France, pour les Français de souche, comme on les appelle aussi, n'est pas nécessaire pour leur survie. Est-ce que vous avez déjà imaginé cela? C'est-à-dire... Ah oui, non, mais ça, je crois qu'il faut l'écarter. Et il ne faut pas reculer devant le devoir d'assumer notre responsabilité dans notre propre pays. Ce n'est pas
un loisir, c'est un devoir. Nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas permettre ce qui a été fait jusqu'à présent, l'installation de cités étrangères aux banlieues de nos villes, ou même dans certaines, au cœur de certaines de nos villes. Nous devons reconquérir notre disposition totale de notre destin et ne l'accepter, de le négocier avec quiconque, en tous les cas, par des gens qui sont venus d'ailleurs et qui voudraient nous imposer leur manière de voir. Alors, je trouve que quand on regarde votre vie politique, il y a tout de même un mystère, c'est que vous êtes populaire, les gens vous apprécient. Souvent, quand vous passez sur des plateaux télé très connus, vous faites un carton. Et pourtant, ça n'est jamais passé, vous n'avez pas été élu. Alors, bien sûr, on sait que... Oui, non, pardon, excusez-moi, vous n'avez pas été élu président de la République, bien sûr, vous avez été élu, non, bien sûr. En tout cas, vous n'avez pas eu le pouvoir exécutif. Alors, on sait qu'en France, c'est très difficile dans une élection à 2 tours pour un parti comme celui que vous avez tenu de passer, mais est-ce que parfois vous vous remettez en question, vous vous dites, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Non, ce que je mets en cause, c'est le système de représentation et l'élection au majoritaire à 2 tours. Moi, il me paraît que les assemblées représentatives devraient obéir à la loi de la proportionnelle, puisqu'elles sont dites représentatives. Actuellement, on voit une assemblée qui est très majoritairement macroniste et marcheuse, alors que tout à fait évidemment, ça ne représente pas l'opinion actuelle du peuple français, où les candidats de M. Macron recueillent généralement 20%. Et alors qu'ils sont très majoritaires à l'Assemblée nationale, il y a là quelque chose qui est tout à fait anormal et inquiétant. Oui, mais par exemple, quand on voit que dans des pays comme la Russie, Monsieur Poutine, Vladimir Poutine l'emporte avec un score tout de même assez fort, il reste qu'au second tour, lorsque le Front National est présent, vous en 2002 et Marine Le Pen en 2017, il y a quand même des scores qui sont assez décevants, on va dire. Un tiers de la population des votants. Vous avez déjà réfléchi à cela? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le peuple qui rejette l'idée? Est-ce que c'est qu'il y a trop d'immigration? Non, je crois que c'est le monde médiatique tout de même qui gouverne un peu l'opinion dans les périodes électorales, et je crois qu'il y a là des tabous, il y a là des règles qui sont, à mon avis, désuètes, qui ne correspondent pas à la situation actuelle ni à l'intérêt du peuple français, qui sont en place et qui jouent malheureusement dans le sens de la décadence, de la lâcheté, du refus de combat. Mmh. Bon, je sais bien que c'est marrant parce qu'on a souvent fait le reproche à votre fille de choses que vous aviez dites ou faites vous. Et là, j'allais faire le contraire. J'allais parler de la phrase de Marine Le Pen qui a dit, quelques temps avant l'élection 2017, oui, je pense que l'islam est compatible avec la République. Est-ce que vous ne pensez pas que ce discours, j'allais dire incertain, en tout cas pas très clair finalement sur l'islam, et je vais le résumer de manière un peu populaire. On n'en veut plus de musulmans, mais ils sont quand même sympas, vous voyez. Vous n'avez pas l'impression que ça floute un peu au niveau de l'électorat, on ne sait plus où on en est, alors que Sarkozy a gagné en 2007 avec une ligne très simple, finalement. Stop l'insécurité, stop l'immigration, vous voyez. Oui, je crois que c'est ça qui est la ligne à observer et à respecter. L'islam est très respectable chez lui. Vous vous souvenez sans doute de la réponse de Jeanne d'Arc à son procès. On lui dit, Jeanne, mais est-ce que la religion catholique ne nous fait pas le devoir d'aimer notre prochain, donc les étrangers? Aimez-vous les Anglais? Jeanne réfléchit et dit, oui, chez eux. D'accord. Bon, écoutez, dans la dernière partie de cet entretien, je vais poser des questions pas vraiment politiques. Intime alors. Intime, on pourrait dire intime. Attention. Alors, Jean-Marie Le Pen, quel est votre premier souvenir d'enfance? Ah, c'est dur, hein. Ça remonte à... C'était pas hier. Mon premier souvenir d'enfance.
J'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Je sais, mais là, c'est pas moi qui en ai été le témoin, c'est mon père, parce qu'il y a eu un tremblement de terre à la Trinité-sur-Mer. D'accord. En 1928, et mon père m'a sorti du berceau et est allé au rez-de-chaussée. Nous étions étalés dans le jardin, et puis c'est passé comme ça. Mais ça n'est pas moi qui en ai eu le souvenir, je sais que ça m'a été rapporté. Le premier souvenir, je ne sais pas. Peut-être le meilleur. Honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Ça devrait être le sein de ma maman. Oh là là, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Ah oui. Alors disons, lorsque vous étiez un enfant, disons moins de 10 ans, est-ce que vous aviez un rêve de vie, je ne sais pas, qui n'avait rien à voir avec la vie que vous avez eue finalement? Oui, ben, la mode était aux explorateurs. Ah oui. Quand j'étais enfant. Et alors, c'était, en effet, les Savournians de Brazza, c'était les découvreurs de l'Amérique, oui, beaucoup de choses étaient encore inconnues. Les navigateurs, tout cela, c'est la grande aventure humaine qui m'attirait. Oui. C'était aussi le temps des missionnaires à barbe. C'était les seuls qui portaient la barbe à l'époque. Maintenant, tout le monde porte la barbe, oui. Même vous, sauf moi, bien sûr. Mais et à l'époque, c'était les missionnaires. Et les missionnaires avaient une grande importance aux yeux des enfants, parce qu'ils étaient justement nos ambassadeurs dans ces pays étrangers à notre propre vie. Alors c'est une question que j'ai volée à Pivot, le questionnaire Pivot, mais je la trouve toujours intéressante. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? La loyauté. Et la même chose chez une femme, ça peut être une qualité même triviale, enfin peu importe. Le charme. Alors, je crois face à Léa Salamé vous a interrogé récemment et elle vous a demandé si vous aviez peur de la mort. Donc je ne vais pas vous reposer la même question parce que vous avez répondu. Alors moi, j'ai une question un petit peu de... Si on vous offrait la chance de vivre encore 100 ans... Encore 100 ans. C'est-à-dire le double, allez. Mais il faudrait que je retrouve alors ma vigueur, bien sûr, c'est un jeu de l'esprit. Souplesse. Voilà. Disons que le Seigneur vous donne un autre tour de manège. Oui, moi, je suis pour vivre. Vous êtes... Ah oui, comme tout le monde, je ne connaîtrai ni le jour ni l'heure, mais je considère que c'est un épisode difficile. Oui. Et est-ce que vous continueriez l'engagement politique ou est-ce que vous feriez peut-être autre chose? Je ne sais pas. Je pense que là, quand on est formaté, comme je l'ai été à l'esprit public, on peut difficilement faire autre chose. Oui. De la même manière que je ne me suis jamais intéressé aux élections locales, pour la bonne raison, c'est que j'ai été élu national à 27 ans. Bien sûr. Donc j'ai toujours conçu la politique à ce niveau-là, oui. Sans mépris pour les autres niveaux, auxquels j'ai participé quelques fois d'ailleurs, parce que j'ai même été conseiller d'arrondissement dans le 20e à Paris. D'accord. C'est vous dire. Je vous pose cette question parce qu'en lisant vos mémoires et en écoutant vos discours célèbres, je me dis que vous auriez fait un bon écrivain quand même. Vous auriez fait un bon pamphlétaire. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de lire maintenant. Je comprends pas d'ailleurs qu'ils sortent tant de livres alors que les Français pratiquement ne lisent plus et n'ont plus la possibilité de lire. Oui, oui. Parce qu'avec le travail qui est le leur, la vie de famille, un petit peu quand même de télé... Quand peut-on lire? Or, les livres sortent de plus en plus nombreux, de plus en plus épais. La preuve, c'est que mon tome 2, fait 500 pages. Ah oui, ça va. Mais j'en ai sur mon bureau, j'en reçois 3-4 par semaine. Ah oui. Que soit dédicacés, soit non dédicacés. Mais je n'arrive pas à les lire. Oui. Bah, alors justement, là, c'est la série des questions embêtantes. Si vous étiez sur une île déserte et vous ne deviez garder qu'un ou deux livres, qu'est-ce que vous garderiez? L'anthologie de la poésie grecque de Brasillac. Tiens donc. Très bien.
Un seul bouquin, vous prendriez celui-là. Vous me dites que j'ai droit à un c'est bouquin. vrai, très bien, très bien. Si j'en ai qu'un, c'est celui-là. Et je vous ai rarement entendu parler de cinéma. Est-ce que vous êtes amateur de cinéma ou pas trop Vous savez, quand j'étais président de la Cour de droit, j'avais dans mon comité Claude Chabrol. D'accord. Et nous allions au Paris, parce que son oncle avait un cinéma et ne fréquentait pas les présentations, et nous allions à toutes les présentations de films avec sa carte sur les Champs-Élysées, et Claude était passionné de cinéma et était encyclopédique sur le cinéma, mais il est vrai qu'il y avait beaucoup moins à dire que maintenant. Mais à savoir, mais il savait presque tout du cinéma de l'époque. Vous étiez ami en fait avec. Comment ? Vous étiez ami avec Chabrol ? C'était un membre de mon comité. Ah oui, tout simplement. J'étais président de la Cour de droit et il était un des membres du comité. Oui. Je veux vous interroger aussi sur Alain Delon. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec Alain Delon ? Parce que ça fait partie des rares du show business qui n'ont pas nié être amis avec vous. Oui, il y a un moment que je ne l'ai pas vu, et je le regrette d'ailleurs beaucoup parce que j'aime bien Alain et je ne voudrais pas m'éloigner de trop de lui parce que je sais qu'il est peut-être souffrant, et je vais essayer dans les semaines qui viennent là de reprendre contact avec lui parce que non seulement j'ai de l'amitié, de l'admiration, je le connais depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il était petit garçon. J'ai en effet avec lui des liens de sympathie et qu'il n'a jamais lui-même démenti d'ailleurs. Oui, et donc vous venez de dire que vous êtes amateur de cinéma. Beaucoup de Français d'ailleurs aiment le cinéma. Et quel film vous emmèneriez ? Écoutez, j'ai vu des centaines de films. Oui. Et celui que je retiendrai, c'est probablement va vous étonner, parce qu'il n'a pas comme cadre la France, et Il était une fois l'Amérique. Ah, de Sergio Leone. D'accord, c'est un film magnifique, c'est vrai. Magnifique. Mais qu'est-ce qui vous plaît précisément dans ce film ? Comment ? Qu'est-ce qui vous plaît en particulier dans ce film ? C'est justement cette vitalité extraordinaire. C'est vrai, ouais. Et cet esprit de conquête, d'expansion. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Cette saga de raconter... Finalement, mais c'est toute la puissance des Européens qui arrivent à construire une civilisation sur la base de rien. Ils arrivent en Amérique et ils construisent ce continent. C'est incroyable. Oui. Si vous aviez une baguette magique, quelle est la première chose que vous voudriez changer en France, par exemple ? Si j'avais une baguette magique. Oui. On a un pouvoir tout puissant. Pas évident, hein. Je m'accorderais 20 ans de plus en bonne santé. Très bien, bonne réponse. Ça me convient tout à fait. Est-ce que vous arriveriez à définir l'Europe en un mot ? Si je vous disais, qu'est-ce que le mot Europe, est-ce que l'histoire de l'Europe vous évoque ? Quel mot vous choisiriez ? Civilisation. Très bien. Alors, dans votre livre, dans vos mémoires, vous montrez quand même une inquiétude face à l'avenir. Et vous n'êtes pas très confiant, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le succès, enfin notre succès, le succès des Européens. Toutefois, vous dites aussi, très souvent, et c'est une bonne phrase, que l'espoir n'est pas nécessaire pour combattre. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, oui, ni de réussir pour persévérer. Oui. La phrase n'est pas de moi, elle est de Guillaume d'Orange. Exactement. Mais exactement. Je la fais mienne. Oui, oui. Et quel mot, sur quoi vous pourriez finir en vous adressant à la jeunesse nationaliste qui regarde cette émission, parce que cette émission est regardée par des gens qui pensent comme nous, mais vous avez courage, vous avez l'air d'avoir besoin. Très bien. Écoutez, je vous répète que c'était un honneur de vous rencontrer. Vous êtes un homme exceptionnel. Alléluia. Oui, et je vous remercie vraiment, et j'espère que cette émission aura plu aux spectateurs. Et il me reste à vous dire, vive la France, chers amis, vive les Européens et vive l'Europe. Merci. Monsieur Le Pen.